toutes et à tous et merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Il y a 63 ans de cela que plus de 30 000 Algériens sont sortis en France pour manifester et réclamer la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Ça s'est passé le 17 octobre 1961 où un massacre a été commis par la police de Maurice Papon. On parle de plus de 400 Algériens tués. Ce sont nos martyrs. Ce soir, nous leur rendons hommage et ça se passe sur Canal Algérie dans Devoir de mémoire. Bienvenue à vous. La date du 17 octobre 1961 est une date importante dans l'histoire de la révolution algérienne. Effectivement, des hommes et des femmes et même des enfants sont sortis manifester pour montrer à la France, mais aussi au monde entier, l'adhésion du peuple algérien tout entier au FLN, mais aussi contre la machine coloniale. Ils vont essuyer une répression violente et barbare et sauvage de la part, bien sûr, de la police de Maurice Papon, mais aussi dans l'indifférence totale des Parisiens et de tous les médias français. Mais avant de parler de la date du 17 octobre 61, on va parler de l'immigration algérienne en France. Quelle est son histoire? Comment des Algériens se sont retrouvés en France? On va le savoir tout de suite. L'histoire de l'immigration algérienne en France est liée à la situation dramatique engendrée par la politique de la terre brûlée pratiquée par le colonisateur français depuis 1830. Effectivement, au-delà des violences et répressions commises contre le peuple algérien, une batterie de textes de loi va permettre aux colons de spolier et d'exproprier les terres et les biens des propriétaires algériens, les contraignant à devenir de simples travailleurs indigènes dans des conditions difficiles qui nous rappellent l'esclavage, sans aucun droit ni dignité. La France coloniale va plus loin en exigeant aux jeunes Algériens la mobilisation et l'engagement au service militaire pour servir comme chair à canon durant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Des résistants algériens vont se révolter contre cette mesure injuste et insensée. À Bénichougran, des Algériens vont attaquer un contingent de l'armée coloniale. Certains vont y laisser leur vie, d'autres capturés et exécutés, et beaucoup vont être déportés à Cayenne, en Guyane. Entre les
J'ai commencé à remplir mon seau, à une patrouille de police qui passe. C'était déjà le couvre-feu officieux. En 58, on n'avait pas le droit de sortir. Ils n'ont même pas demandé ni mes papiers de circuler la nuit. Ils ont commencé par me renverser le seau d'eau sur les pieds. J'habitais à 50 mètres, ils m'ont conduit à coups de pied au derrière en laissant mon seau à la fontaine. Il y en a un agent qui a chez moi, mais enfin il a passé sa tête et il a vu que c'était à peu près propre en disant qu'on donnait des logements aux Algériens et qu'il y a des Français qui couchaient sur le pont. Et vraiment ce jour-là, je suis resté 3 jours sans manger. Je vivais que de cigarettes tout en travaillant parce que je ne m'arrêtais pas les coups de pied que j'avais reçus ce jour-là. Alors j'ai juste allé chercher un seau d'eau. En Allemagne, le comité de la Fédération de France FLN va se réunir en urgence, composé de Omar Boudaoud, Abdelkrim Suissi, Qaddour Adlani, Saïd Bouaziz et Ali Haroun vont prendre des décisions capitales. Monsieur Ali Haroun, chef de la Fédération de France du FLN, de mars 1958 au 22 juillet 1962. Il s'est passé que l'organisation du FLN, qui avait à l'époque entre 200 et 250 000 militants organisés, s'adressait surtout à l'époque à des ouvriers, des travailleurs immigrés. Et ces ouvriers ne pouvaient militer, ne pouvaient activer au sein du FLN qu'après les heures de travail. Les heures de travail, c'est-à-dire, disons, après 18h, de 18h à minuit, 1h, 2h du matin. Donc, si on ne condamnait pas, si l'on n'intervenait pas contre ce couvre-feu spécial, le FLN risquait à l'époque d'être totalement paralysé. On savait tous que cette réunion qu'on va faire, c'est en ce concernant notre manifestation qu'on va organiser demain. Maintenant, on va dire au revoir. Il y a un coup de pareil. Nous ferons notre départ à 7h. Et la manifestation qu'on va produire, c'est à cause du couvre-feu et que le colonialisme est en train de faire, ainsi que la provocation par la police, comme coup. Les conclusions du comité de la Fédération du FLN en France sont très claires. C'est une démonstration de force de la communauté algérienne établie en France par 3 manifestations, non pas par une. Mais malheureusement, l'administration française et la machine coloniale répressive préparent un piège aux Algériens. Ils vont préparer un massacre qui va se passer dans le silence le plus total. Une omerta, mais des âmes engagées, des personnes engagées, notamment des journalistes et des photographes, vont démasquer la bête féroce. De septembre à octobre 1961, des dizaines de cadavres d'Algériens ont été découverts. Avant même l'organisation de la marche pacifique du 17 octobre de la même année. Les victoires de la révolution de novembre 1954 en Algérie et les réalisations diplomatiques du GPRA, ainsi que le retentissement des clameurs de décembre 1960 jusqu'à Manhattan au siège des Nations Unies, ont exaspéré les esprits rétrogrades de la colonisation qui ne pouvaient que se venger et verser leur haine sur la communauté algérienne en France. On peut dire que le 17 octobre en France a été un peu le pendant des événements de décembre 60 en Algérie. Je crois que aussi bien la gauche française que les autorités françaises, que même la presse internationale présente à Paris, a vu d'une part la férocité de la répression qui s'abattait sur les Algériens et d'un autre côté leur détermination absolue à suivre
les consignes de leur gouvernement provisoire en vue d'arriver à l'indépendance et à la liberté de l'Algérie. L'expression pacifique des manifestants algériens s'est traduite par des slogans en soutien au FLN et qui réclament l'indépendance en Algérie. Les Algériens ont mis leurs plus beaux habits et sont sortis en famille dans les rues de la capitale française, où la police fasciste de Maurice Papon leur a tendu un piège et même prévu des centres de rétention, là où des policiers racistes vont s'adonner à la torture et à des méthodes barbares et sauvages. Malgré l'omerta et l'étouffement des médias, ce crime d'État a été dévoilé par des journalistes courageux comme Élie Kagan, qui avait mis à nu la sanglante répression, ces tueries, ce massacre à ciel ouvert, perpétré au cœur de la capitale Paris. Au bout de ces matraques, il y avait des cordelettes et on passait la cordelette autour du cou des personnes. Moi, personnellement, on me l'a passé, mais j'ai eu le réflexe de baisser le menton. Ça m'a pris au menton là. Et puis on utilisait le système de garrot. J'ai vu des personnes perdre connaissance, les yeux exorbités, puis perdre des connaissances à force de trop. Moi j'ai commencé à prendre la manifestation pacifique ici, qui venait de Strasbourg-Saint-Denis, arrivée environ à Place de la Concorde. À l'époque, il y avait encore des palissades tout le long, et les premiers Algériens ont été arrêtés et parqués ici, et les mains sur la palissade. Des Algériens jetés à la Seine. Et tout ceci dans l'indifférence totale des habitants du quartier, bien sûr. Ceux qui ont pu ont fui par le métro. Il y avait des blessés. J'ai eu un moment très peur. J'ai même pris la pellicule et je l'ai balancée par-dessus le pont parce que j'avais peur qu'on me la saisisse. Et puis ensuite, le soir, j'ai entendu un Algérien dire qu'il y a des morts à Nanterre. Alors j'ai pris un taxi et j'ai foncé à Nanterre. Et c'est là que j'ai vu les premiers morts rue des Pâquerettes, comme je vous ai raconté tout à l'heure, sur le petit mur, à l'endroit où il y a actuellement la faculté de Nanterre.
Parmi les productions cinématographiques remarquables qui ont montré les souffrances de la communauté algérienne en France durant la révolution algérienne, Vivre au paradis, c'est le film de Boualem Guerdjou qui bien sûr reconstitue cette manifestation du 17 octobre et nous montre la violence de la police française. Je vous propose de voir ce long extrait qui est touchant et qui porte bien sûr toute la violence de la police, mais également la souffrance terrible des Algériens qui ont participé à cette manifestation. La manifestation du 17 octobre 1961 connaîtra la participation de tous les Algériens, des hommes, des femmes et même des enfants. Tel a été le cas pour Fatima Bédar, une jeune collégienne qui a tenu à participer à cette manifestation et qui va être malheureusement assassinée par la police de Maurice Papon. Elle va être noyée dans le fleuve de la Seine. Son corps va être retrouvé quelques jours plus tard. Et c'est à partir de la place des martyrs ici à Alger, nous lui rendons hommage car c'est l'une de nos martyrs. Regardons et écoutons son histoire.
Elle est algérienne, belle et souriante, la fille aux longues tresses noires. Brillante dans ses études, elle avait à 15 ans seulement un esprit responsable, consciente du combat du peuple algérien pour sa liberté et son indépendance. Elle s'appelle Fatima Beddar, noyée dans le fleuve de la Seine par la police française, la police fasciste de Maurice Papon, lors de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 à Paris. En 1951, le père de Fatima Beddar construit un baraquement dans le bidonville de Pleyel, à Saint-Denis, pour y installer sa famille, qui vient de Tichy, de Béjaïa. Ils vont y demeurer jusqu'à 1961. Le père de Fatima était un militant. Il faisait partie de ces Algériens établis en France qui ont soutenu la révolution algérienne. Il participait à des réunions clandestines où il emmenait avec lui sa fille Fatima. Malgré son jeune âge, Fatima est sensible aux discours prononcés par les militants du FLN. Elle veut participer à la manifestation du 17 octobre 1961. Mais sa mère s'y oppose et lui ordonne de rester à la maison pour garder son frère et ses sœurs pendant l'absence de ses parents complètement engagés dans la manifestation. Après le départ de ses parents, Fatima rejoint les manifestants algériens dans les rues de Paris, où il va y avoir un massacre. Fatima ne reviendra plus à la maison. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, flottant sur la Seine. Le réalisateur Ali Fatah Hayadi, l'enfant de la télévision algérienne, qui a consacré l'essentiel de sa carrière à l'histoire de notre pays à travers des documentaires, s'est intéressé bien sûr à l'histoire et au parcours et à la martyre Fatima Beddar. Nous vous proposons tout de suite un extrait de son documentaire poignant avec les témoignages de la famille de Fatima Beddar. Les jours qui ont suivi sa disparition, je me souviens que ma mère m'amenait dans les rues de Stein en me tenant par la main. Et notamment dans la rue, je me souviens très bien de la rue du cimetière et de la rue qui longe la voie de chemin de fer. 47 ans après, ces moments, ces endroits sont bien ancrés dans ma mémoire. Ma mère pleurant et priant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui demandais pourquoi elle m'amenait tous les soirs et tous les week-ends dans les rues de Stein, mais elle ne voulait pas m'expliquer ce qui se passait, qu'elle était à la recherche en vain de Fatima. Le 31 octobre, mon père a été convoqué par la police pour venir reconnaître le corps d'une femme qui avait été repêchée au canal de Saint-Denis, qui avait été découverte par un éclusier et par les pompiers. Et effectivement, en se rendant à l'Institut médico-légal, c'est là qu'il a reconnu le corps de Fatima, comme je vous l'ai dit, par ses cheveux et son cartable. D'abord, c'est une réappropriation de l'Algérie de sa propre histoire. C'est le retour de cette fille qui s'est sacrifiée, de Fatima qui s'est sacrifiée pour l'Algérie dans son pays natal, dans son village natal, Tichy. Elle a prouvé un engagement extraordinaire. Je suis persuadée qu'elle a dû pratiquer autant que moi cette aide au FLN au niveau de tout ce qui était écrit, de tout ce qui était aide, soutien. Voilà, parce que la communauté était très réservée, était très limitée au niveau de l'écriture et de la langue française. Quand on a 15 ans, les jeunes filles de son âge jouent à la marraine. Hein? Là, il y a eu une double rupture dans sa jeunesse. Une rupture d'abord avec sa jeunesse, elle a prouvé une maturité extraordinaire, et une rupture également avec son milieu dans la mesure où elle s'est engagée. Elle a décidé de prendre part à une manifestation qui, tout le monde savait qu'elle allait être violente. Et effectivement, elle a payé le prix. C'est ce prix-là, c'est ce sacrifice-là que nous commémorons aujourd'hui, dans la mesure où c'est un grand moment de l'histoire de la guerre de libération nationale. Pour mes parents, ça a été une véritable catastrophe, puisque mon père, qui avait combattu durant le second conflit mondial, justement pour la libération de la France, n'a absolument pas compris ce qui lui arrivait, puisque pour le remercier, en fin de compte, la France lui enlève sa fille. Et pour ma mère, donc, elle-même, elle est complètement tombée dans la maladie, puisqu'ensuite elle a été donc de maison de repos en maison de repos.
pour essayer de se remonter, puisqu'on lui enlève sa fille, donc c'était tout pour elle. Et donc cette maladie lui a suivi jusqu'à sa mort en 2003. Ce que je dirais à ma mère aujourd'hui, on a ramené ta fille. Voilà, on a ramené ta fille elle est près de toi maintenant. 45 سنة قمي تموت نقر كان فاطمة تموت ونعلمة إلى تمطر فأنا بيتحوف فلاس تحوف تقول فلاس تبوي تسير يعطيك الصحة تحوف فلاس تبوي تسير دي تمورتيس تبوي درا نوري إيما ولا نيس إل فاميليا سمورا إد مورتيس كون ويت كونتا من كلام كونتا. Je réalise que c'est seulement maintenant que je fais le deuil en fait, que je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui. Ces événements qu'on a vécus aujourd'hui, je pense aussi à tous ceux qui sont partis avec elle, qui sont morts avec elle. Ils étaient nombreux, des centaines. Et c'est vraiment une reconnaissance pour leur mémoire. Fatima, c'était la plus jeune. C'est devenu un symbole. Et effectivement, il y a vraiment de l'apaisement aujourd'hui. Vraiment une vraie paix. Malgré l'omerta, la chape de plomb et l'étouffement pratiqué par l'administration coloniale sur les médias pour que personne ne sache ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, des personnes comme Jacques Panigel et le comité, bien sûr, Maurice Audin, vont travailler sur un documentaire très important, Octobre à Paris, qui va démasquer ce qui s'est passé et démasquer, bien sûr, la police de Maurice Papon à travers des témoignages choquants et captivants de ceux qui ont participé à cette manifestation et qui ont malheureusement été torturés. Ce documentaire va être censuré et il va attendre bien sûr la grève de René Vauthier qui va le débloquer et va le faire montrer au monde entier à partir de 1973. Si tu savais tout ce qu'on a souffert pendant qu'on est en France, alors c'est pas marrant, c'est pas rigolo. Et ça, je n'oublierai pas tout ce que j'ai souffert. Les harkis nous ont drôlement esquintés. J'ai été arrêté par la police française, j'ai été esquinté quand même, mais les harkis nous ont drôlement serré les côtelettes. Hein. Ils nous ont serré les parties, ils nous ont donné des grands coups de pied sur la figure, dans les côtes, et ils ont fait déposer les gens sur des bouteilles, mais moi, ils m'ont coincé les parties, ils m'ont fait drôlement souffrir. J'ai été pendant 9 jours à l'hôpital. Alors là, c'est une question qui ne se pose pas pour oublier des types pareils. Alors c'était le 3 décembre 60, on a entendu des coups de feu dans la rue, on est sorti du café. Et puis là, il y a un harki qui venait avec une mitraillette, qui nous a fait sortir du café. Puis il nous a amenés à la cave du 28, rue de la Goutte d'Or. Puis là, ils ont battu et puis faire des tortures. Ils mettaient de l'eau de javel. Et puis j'ai rencontré lui, il était évanoui, lui ont mis de l'eau de javel, il était évanoui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté sur un tas de charbon. Il y avait des bouteilles cassées, des charbons, les chiffons, excusez-moi, c'est la mer, tout, même toute la nuit sur les charbons. Alors on m'avait mouillé tout avec le bras de l'eau. Alors le matin j'étais sorti tous la moitié mort, quoi. Je peux vous expliquer comment on fait le supplice de la bouteille. On a une personne, on lui liait les mains avec les jambes, un morceau de bois entre les jambes et les bras, comme ça. Et le morceau de bois au milieu. Après, il est tout nu et on lui fait fermer la bouche avec un mouchoir. En ce moment-là, il y a 2 personnes qui le font assis sur la bouteille. En ce moment-là, le type il peut dire qu'il voit l'enfer et le paradis. Alors on m'a descendu à la cave, m'a dit déshabille-toi. J'ai déshabillé, alors l'autre m'a dit un coup de poing, m'a sommé, après il m'a mis un sorli tout cassé, m'a attaché la main derrière les deux comme ça, de la bouteille, m'a fait pantalon la bouteille de la fesse. Alors l'autre il met les cheveux comme ça, il préparait comme ça. Alors, tu connais ta chef ou toi chef? Moi j'ai dit je connais personne, je connais un, m'a dit qu'est-ce que c'est? Moi je dis je connais le bandit. Appelez ça. Alors, pendant 3 heures comme ça. Alors j'étais la moitié mort, il a dit alors. Il n'a rien dit, mais il dit non, allez,
L'autre après, ici, dans l'extincteur, l'autre ici, il m'a jeté dans le charbon toute la nuit, jusqu'à demain matin, à 11h, 11h30, m'a lâché. C'est-à-dire, j'étais au mois de septembre 58. Ils m'ont arrêté les flics. Ils nous ont emmenés au palais des sports, jour par terre, sur le ciment, en dormant par terre, en mangeant un bout de pain en 24 heures. Et voilà, un jour, j'ai respiré avec une garde mobile, ils m'ont tombé de 6-6. Ils m'ont tapé à tout de trosse, ils m'ont déclenché le poumon. Ensuite, ils m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont fait une opération, une hémorragie spontanée. Après, en plus de ça, en 59, ils m'ont amené au camp d'acte. Je suis resté 1 an. Je suis sorti avec l'interdiction de la Seine-Saint-Oise et Seine-et-Marne. Bon, après, quand je suis sorti, j'étais au café en train de consommer un café. Il est venu des supplétifs, les Algériens des Harkis, ils nous ont amenés aux police. À la poste de police, ils ont commencé à tabasser. Ils nous ont emmenés dans l'enclave au 28 rue de la Rue d'Or. Je suis resté 48 heures. Ils m'ont brûlé avec le chalumeau. Ils m'ont frappé à tout de trosse. Ils m'ont frappé à tout de bâton. Ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de javel. Et puis j'étais évanoui. Je suis resté 48 heures. Après, quand ils m'ont vu que je suis malade, ils m'ont emmené à l'hôpital, à la forêt. Où je me vois, j'y m'emmène, sans rien faire, sans rien du tout. Quand même, ils ont 6 pas de 6 ans, après moi, ils me cherchent. Tout et tout. C'est incroyable. C'est-à-dire, si j'ai dit comme ça, c'est malgré moi que je dis ce que je pense. J'étais arrêté par les Harkis il y a exactement 2 ans de ça. Alors, ils m'ont emmené au 28 rue de la Gouda, chez le café qui fait le coin en face. Alors, ils m'ont descendu à la cave. La cave est un peu grande. Elle se trouve sur 2 côtés, vous savez. Alors, il y a un côté, en descendant les escaliers, au fond, et ensuite à droite, il y a une porte à droite. Alors, à l'intérieur, il y avait des sommiers, des vieux sommiers d'ailleurs. Il y avait des bouteilles vides, il y avait des tas de choses, des papiers de toutes sortes, quoi. Ils m'ont frappé. Il y avait mon demi-frère qui était avec moi en bas, que lui, ils l'ont brûlé, ils l'ont matraqué. À plusieurs reprises d'ailleurs, auxquelles ils l'ont cassé des dents. Ils l'ont défiguré pour ainsi dire. On a fait les mains comme ça, liées entre les jambes, puis on m'a allongé comme ça. On me mettait un chiffon sur la bouche, et puis avec un bras, il versait de l'eau. Et il y en a au pied, il dit quand tu veux parler, t'as qu'à lever ton doigt. Alors moi, quand je vois étouffer, je levais mon doigt, alors il me dit, tu as quelque chose à dire, non? J'ai dit, j'ai rien à dire. Alors il recommençait. Pendant peut-être une demi-heure comme ça. Alors là, il y en a un qui est venu, il a dit, lâchez-le quand même, vous n'allez pas le tuer. Le système qu'ils ont amené, c'est la police d'Algérie qui l'a montré. La plupart de la police qui se passe là-bas, les choses qui se passent là-bas, c'est la flicaille d'Algérie qui l'ont fait. C'est-à-dire des types qui sont racisme ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous dire comment. C'est des racismes ou par haine ou par vengeance qu'ils font. Ils sont commandés par un Français soi-disant un Français, mais c'est lui qui fait toute la pagaille. Ils ne sont pas venus pour mettre de l'ordre, mais pour faire le désordre. Ces types-là, ils cherchent qu'à tuer ou quelque chose. Et je peux même vous montrer les traces. Voilà pour mes jambes. Et voilà pour mon poumon, tiens. Ça fait mal, ça fait très mal. Oui. Alors, le mois de septembre 61, qui m'a fait arrêter, les Harkis, il m'a fait descendre dans la cave. Alors, il y a un boxeur qui me parle avec moi et l'autre derrière moi. Il m'a dit que tu me parles de la vérité. J'ai dit oui, je peux leur parler de la vérité. Il m'a dit, est-ce que tu payes ou tu ne payes pas? J'ai dit oui, je l'ai payé 1 mois et puis c'est fini. Il m'a dit qu'il fallait montrer celui-là qui me paye. J'ai dit, je ne le connais pas, il vient bleu. Alors, il m'a fait tomber sur moi. 15 personnes. Il m'a fait casser le côte. Alors j'étais dans l'hôpital, ainsi de suite. Il m'a fait taper la police, il m'a fait descendre au commissariat, il m'a fait déshabiller d'eux, il m'a fait taper, il m'a fait casser la tête. Après, il m'a amené au 25. Quand il y a un type qui rentre là-bas, il est bon pour le cimetière ou l'hôpital. Quand on arrive à 25, c'est exactement moi, je ne connais personne. Après, il m'a mis la pelle. J'étais dans l'hôpital.
Devoir de mémoire, le silence du fleuve, c'est un documentaire marquant qui a été réalisé par Mehdi Laloui et Denise Agnès. C'est un travail bien sûr qui montre la vérité et qui éclaire les zones d'ombre sur ce qui s'est passé réellement le 17 octobre 1961 dans les rues de Paris. Il dispose d'une dizaine de témoignages frappants qu'on vous a choisi pour cette soirée spéciale Canal Algérie sur la commémoration du 17 octobre 1961. Allah yarham shuhada. Merci et bon documentaire sur Canal Algérie. Pendant toute l'année 1961, on a eu des cas de torture horribles. On connaissait les lieux où les gens étaient torturés. On recevait des lettres absolument atroces. Nous déposions des plaintes. Il y avait les plaintes ont été constatées avec des certificats médicaux. Mais aucun des juges n'est descendu pour constater eux-mêmes au dépôt, c'était à 3 étages sous les cabinets des juges d'instruction. Aucun ne sont allés aux 25 rue de la Goutte d'Or ou rue de la Charbonnière, où nous savions que se trouvaient les caves, où tout le monde nous disait les noms des gens qui torturaient, où on connaissait les responsables. Aucun des juges n'est allé pour arrêter, comme c'était le devoir, arrêter ces tortures. C'était en plein Paris. Et c'était devant les yeux de tout le monde. Ceux qui devaient y aller, que les femmes qui avaient quelqu'un, d'un copain, un frère ou un mari ou un père. Mais les femmes que leur mari était en prison n'avaient pas le droit d'y aller. Et en plus, il ne fallait pas prendre d'armes, il ne fallait pas prendre des petits-enfants, des tout-petits. C'est des enfants, ils prenaient des enfants de 10 ans à peu près, au-dessus de 10 ans. Et où les femmes âgées non plus, ils n'avaient pas le droit d'y aller. Et surtout que de ne pas prendre d'armes. C'était interdit, les armes et quoi que ce soit, un couteau ou n'importe quoi. On voulait faire quelque chose. Alors les gens, ils étaient contents de faire quelque chose. Avec tout ce qu'on voyait, ce qui se passait en Algérie, on avait besoin de faire quelque chose ici. Pour le 17 octobre, je me souviens, c'est qu'on avait reçu effectivement des directives très précises et sévères. Et moi, j'avais pour sœur qui venait d'accoucher il y avait une quinzaine de jours. Donc il avait un bébé et mon beau-frère il m'a dit écoute ta soeur ne sera pas capable d'aller manifester. Il dort et puis on ne dit rien. J'ai dit il n'est pas question, il ne sera pas parmi les premières. On a des directives qu'on doit les appliquer pour tout le monde et il n'y a pas de raison de privilégier ma soeur. Sur ma conscience, moralement, je ne peux pas l'accepter. Alors, il a intérêt à sortir. Effectivement, ma soeur, avec son bébé dans les bras, comme les autres femmes, il a été la manifester. Le pont avait été fermé. Si il était fermé à l'accès des Algériens venant de Nanterre, malgré tout, il y en avait qui avaient réussi à passer. Et le deuxième cordon, qui lui était à l'autre bout du pont, avait fermé aussi le pont, ce qui fait que de nombreux Algériens se sont trouvés bloqués sur le pont. Et les forces de police se sont rejointes. Donc les rangs se sont resserrés, au fur et à mesure on les jetait à l'eau. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de noyés. Et c'est de cette manière-là que ça s'est passé. Sur le pont d'Anières, de ce que je sais, ils avaient coincé, c'était un peu une technique qu'on trouvait sur tous les ponts, ils coinçaient les manifestants au milieu du pont et après on les jetait dans la Seine. Bon. Alors celui qui savait nager, tant mieux pour lui, celui qui ne savait pas nager, il a dû avoir des problèmes. Et on a vu ce jour-là des autobus s'arrêter sur le pont, les gens descendent de l'autobus, les machinistes de l'autobus, je ne sais pas s'ils étaient de la CGT ou pas, mais enfin, descendent et donnaient un coup de main aux policiers dans ces affaires-là. Alors ça a été vrai là, ça a été vrai au pont de Nogent, ça a été vrai dans plusieurs endroits de la capitale, partout où il y a eu affrontement, il y avait ce besoin de dire c'est fini, il y en a marre. C'est ça qu'il faut voir dans le 17 octobre. On était arrivé à un point tel, heureusement encore que les policiers n'avaient pas des armes, mais il y aurait eu des armes, on aurait tiré dans le temps, ils auraient tiré dans le temps. Et il y a très longtemps, 30 ans, mais en même temps je m'en souviens très bien. Moi j'avais 15 ans à ce moment-là, j'habitais avec mes parents dans cet appartement. On terminait de dîner et on a entendu un grand bruit dans l'avenue et c'était des milliers d'Algériens qui descendaient l'avenue
un peu comme une fête, en tapant dans les mains, en s'amusant, en étant très heureux, en riant. Et ils remplissaient toute l'avenue qui est très très large, et ils ont été arrêtés à la hauteur de la rue Berthaud-Dumas par un cordon de garde mobile. Et pendant une dizaine de minutes, la fête a continué. On tapait dans les mains en rythme, on dansait, on chantait. Je suis allé à la fenêtre pour regarder ça. Et brusquement, on a entendu un coup de feu. Et les gens n'ont pas arrêté de continuer à danser et à taper dans les mains. Ils tapaient Algérie algérienne. Mais à ce moment-là, j'ai vu que les gardes mobiles, par les deux contre-allées, cachés un peu par les rangées d'arbres, se sont mis à courir pour encercler les manifestants. Et ils se sont retrouvés complètement encerclés. Ils ont donc tenté de fuir par le métro. Et il y a eu un mouvement de foule vers le métro avec des bousculades. Et je pense que là, à ce moment-là, il y a dû y avoir dans les couloirs du métro un certain nombre de drames. J'ai été vraiment très très frappé par la façon, et je n'ai jamais vu ça depuis, la façon dont les gardes mobiles, avec une extrême violence, ont frappé les Algériens qui ne se défendaient pas. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de pierres jetées, il n'y a pas eu de coups de bâton de la part des Algériens. Là, ces Algériens ne se défendaient pas. Et la violence a été très forte. Et j'ai vu plusieurs dizaines d'Algériens tomber inanimés, et quelquefois ils restaient pendant 10 minutes au pied des arbres ou par terre au milieu de la rue. Certains des Algériens se sont cachés sous des voitures. Je me souviens très bien d'une 2 chevaux en particulier, où il y en avait 2 ou 3 qui étaient cachés dessous. Les policiers, avec une rare violence, ont tapé sous la voiture, mais de tous les côtés, ce qui fait que les Algériens ne pouvaient pas sortir sous la voiture. Et ils prenaient les coups. Et ensuite, au bout d'un certain temps, j'ai vu qu'on les tirait inanimés. Les gens inanimés ont été laissés par terre, jusqu'à ce qu'on emmène tous les gens qui pouvaient marcher. Et ensuite, on les a pris par les mains et par les pieds et on les a jetés dans les cars. Il restait après sur place des vestes, des chemises, des souliers, des choses comme ça que les gens avaient abandonnées avant d'être emmenés dans le car. Quand j'ai vu qu'il y avait la police qui ramassait les gens, je suis descendu en bas et j'ai ouvert la porte du Porsche. Petit à petit, des gens qui devaient se cacher derrière les arbres ou se cacher sous les voitures autour sont arrivés un par un en courant discrètement pour rentrer dans le Porsche. Et il y a eu 7 ou 8 personnes qui étaient là. Certains avaient d'ailleurs pris des coups et qui se cachaient qui avaient une peur énorme de pouvoir être repris par la police. Ce que nous avait demandé Mattei, c'était à moi et à 2 ou 3 autres, que je connaissais en tout cas, c'était d'être en un certain nombre de points de Paris. Comme j'avais une moto, pour moi c'était extrêmement simple, et de rendre compte en fin de manifestation de la manière dont la manifestation s'était déroulée. La première chose que j'ai vue en arrivant sur la place de l'Étoile, c'était ça, c'était ces camions serrés les uns contre les autres, et puis des haies noires de policiers des 2 côtés des bouches de métro, particulièrement de la bouche de métro qui se trouve au coin de l'avenue Wagram. Et là, c'était l'heure d'affluence, hein, c'était l'heure où les gens sortaient du bureau, et de la bouche du métro sortaient en masse des Algériens, en majorité des hommes, hein. Il n'y avait absolument pas le temps de réagir. Je veux dire, ils passaient entre une haie de policiers, et les policiers les happaient et les poussaient à coups de bâton dans les camions. C'était une opération, mais vraiment de sélection du bétail, absolument. Et de sélection avec l'œil, c'est-à-dire qu'on sélectionnait le faciès algérien. C'est-à-dire que moi, je n'avais aucune difficulté à être là. En quelque sorte, une vie parallèle de la vie parisienne de tous les jours, des gens qui se dépêchaient certainement, hein, des autobus qui devaient continuer à passer. On s'est retrouvés dans un groupe de plusieurs centaines d'Algériens sur la droite du boulevard Saint-Michel en montant. Tout à fait en bas, on s'est retrouvés avec quelques centaines. Et là, on a avancé le long du trottoir en débordant un peu sur la chaussée, on n'a pas eu le temps d'arriver à l'angle du boulevard Saint-Germain, c'est-à-dire que ça doit faire 100-150 mètres. Hein. Et
pendant une minute peut-être, il y a eu quelque chose qui a été comme une expression de joie ou de bonheur, c'est-à-dire le sentiment que les gens qui étaient là se retrouvaient ensemble pour la première fois et avaient quelque chose à se dire entre eux qui n'avaient même pas besoin de se dire. Mais ça a duré une minute. Le temps de dire Taya al-Jazair et de frapper dans ses mains. Et ce qui est arrivé là, ça a été, le mot exact, c'est un massacre. Ce qui me frappe dans ma mémoire, c'est que je n'entends qu'un seul bruit, c'est le bruit des bâtons sur les crânes. Ou sur les corps, enfin le bruit des bâtons. Le choc des bâtons tombant sur des gens désarmés.